pour la chronique Voyage au cœur de l'histoire et cela avec le professeur Jean-Philippe Croteau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, en pleine forme. En pleine forme toujours. Aujourd'hui, tu voulais nous proposer le sujet de la révolution haïtienne. Oui. Puis on pose même dans ton titre la question, la première décolonisation? Peut-être. Avec un point d'interrogation. Donc, on se pose cette question lors de cette chronique. Restez à l'écoute pour découvrir c'est quoi la réponse de cette question-là, j'imagine. On va en découvrir en apprenant davantage. D'abord, parlons de où se situe l'Haïti et pourquoi on disait que Haïti était la perle des Antilles. Donc, juste avant de répondre à tes questions, je me suis rendu compte hier que c'était l'anniversaire de la bataille de Vertières qui a amené l'indépendance d'Haïti. Et donc, je ne le savais pas, donc j'ai choisi le sujet sans savoir ça. Vraiment? Donc, c'est une coïncidence. Donc, c'est une pure coïncidence. OK, d'accord. Donc, Haïti, ça se situe dans les Caraïbes, puis à partir du 16e siècle, ça devient une colonie française. On l'appelait la perle des Antilles parce qu'elle était immensément riche pour la France. On cultivait la canne à sucre et le café. Mm-hmm. Donc, à la fin du 18e siècle, 70% du commerce international français vient d'Haïti. Haïti produit entre le tiers et la moitié du sucre et du café. Donc, c'est une source de richesse incroyable pour la France, mais ça se fait au prix d'une exploitation sauvage, de l'esclavage. Donc, tout le travail qui est fait dans les plantations, il y a au-dessus de 8000 plantations, c'est par des esclaves qui viennent d'Afrique et qui sont exploités de la manière la plus inhumaine qui soit. Et donc ça, c'est la face cachée de cette île qu'on appelle la perle des Antilles. Ouais, d'accord. Donc parlons pendant le 17e et 18e siècle, qu'est-ce qui caractérisait la société haïtienne? Ben justement, c'est une société esclavagiste. Les esclaves sont la grande majorité de la population. Et c'est une société qui est assez complexe quand même parce que c'est une société qui est divisée selon des classes sociales qui se jumellent à des classes raciales, si on peut dire. Donc, et c'est très hiérarchisé. Donc, au sommet, on a ce qu'on appelle les Blancs. Donc, vous avez ce qu'on appelle les grands Blancs. Mm-hmm. Donc, ce sont les planteurs. Donc, ce sont eux qui cultivent, par exemple, c'est pas eux qui la cultivent, mais ils ont des plantations de canne à sucre et ils ont des esclaves. Et ça peut être des grandes plantations avec plusieurs centaines, voire des milliers d'esclaves, ou des petites plantations avec un nombre plus réduit d'esclaves. Vous avez ce qu'on appelle les petits blancs, qui sont des marchands, des artisans, des fonctionnaires, qui se sentent méprisés par les grands blancs et qui envient beaucoup la richesse des grands blancs. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les libres de couleur. Donc, les planteurs ont souvent eu des relations avec leurs esclaves. Ils prenaient des concubines. Et il va y avoir des enfants issus de ces relations-là qui sont émancipés et qu'on appelait aussi des mulâtres et qui sont libres, mais ils sont vraiment en bas, ils sont pas en bas de l'échelle sociale, mais ils sont pas reconnus, ils n'ont pas les mêmes droits que les Blancs, mais ils voudraient être reconnus, ils voudraient avoir plus de droits, mais ils sont libres. Et en bas de l'échelle complètement, vous avez les esclaves qui sont à peu près 85% de la population qui vivent dans des conditions vraiment inhumaines, qui sont maltraités, qu'on exploite jusqu'à la mort. Certains vont essayer de s'enfuir, ils se cachent dans les montagnes, on appelle ça des marrons, et donc ils vont résister de cette manière-là. Mais on estime là que sur 500 000 habitants, 500-600 000 habitants, on a au moins 400 000 esclaves. Mm-hmm. Maintenant, pendant l'occupation des Français, là, il y a eu justement la Révolution française. Quelles conséquences est-ce que ça a eu, ça, en Haïti? Justement, il y a la Déclaration des droits de l'homme qui affirme que tous les hommes naissent libres et égaux. Et donc, évidemment, les libres de couleur entendent parler de ça et donc ils veulent réclamer aussi le droit à la citoyenneté.
Et ça pose toute la question, si les hommes naissent libres et égaux, qu'est-ce qui arrive avec l'esclavage? Et donc, les planteurs ne sont pas du tout contents. Et donc, sur les plantations, on parle. Et donc, les esclaves travaillent, mais ils écoutent aussi et ils se rendent compte de ce qui se passe en France et ça va mener à la révolte d'esclaves. Il va y avoir différentes révoltes qui vont éclater. Notamment, il va y avoir un rassemblement nocturne où des esclaves, ça va se faire au lac Caïman. Il va y avoir toute une cérémonie vaudou qui est un peu fait partie des croyances religieuses des Haïtiens, qui est un mélange de christianisme et de religion africaine. Et c'est à ce moment-là qu'éclate la révolte et ça va s'étendre à toute l'île. Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire les éléments là à travers la révolte des esclaves? Donc là, ça va vraiment virer à l'anarchie parce que les esclaves se soulèvent, ils attaquent les plantations, ils massacrent les planteurs se réfugient dans les villes, ils tentent de résister et ils demandent l'aide de l'Espagne et de l'Angleterre pour intervenir. Ils leur proposent de leur offrir l'île en échange de maintenir l'esclavage. Et l'Espagne et la Grande-Bretagne sont l'ennemi de la France, donc ils profitent de la situation. Et la France envoie un gouverneur qui s'appelle Sontonax, et lui, il est marié avec une femme libre de couleur. Il ne consulte pas la France et il décide d'abolir l'esclavage pour obtenir l'appui des anciens esclaves et chasser les Britanniques et les Espagnols. Et donc, il parvient à rétablir l'ordre de cette manière-là. Wow, d'accord. Maintenant, parlons de qui est Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est la grande figure. C'est la figure héroïque. C'est une figure de légende à Haïti, mais qui va aussi inspirer beaucoup les révolutions par la suite, la décolonisation. Même les Afro-Américains vont s'inspirer de cette figure-là. Donc, c'est un cas assez particulier. C'est un esclave, mais son maître va lui reconnaître de grands talents. Il va l'émanciper. Il va lui offrir une terre et Toussaint Louverture va même avoir des esclaves. Et donc il semblait promis une petite vie tranquille, mais il va profiter de la révolte pour s'imposer comme le chef. Il va devenir le chef des insurgés. Donc, c'est un grand chef de guerre, c'est un stratège militaire, c'est quelqu'un qui a des grandes habiletés politiques. Et donc, il va se faire l'allié des Français. Il va chasser les Espagnols et les Britanniques de l'île. Et il va s'auto-consacrer gouverneur d'Haïti. Et il va se donner le droit de choisir son propre successeur. Et donc, la France aime pas beaucoup ça parce que, Toussaint Louverture se dit qu'il est loyal à la France, mais il gouverne en maître. Et donc, ça plaît pas trop aux Français. Ils commencent à le trouver un petit peu trop puissant. La France voudrait que Toussaint Louverture soit, disons, plus soumis aux autorités françaises, mais Toussaint Louverture gouverne au nom de la France, mais sans la France. Donc, ouais, c'est ça. Eh bien là, on dit que aussi la guerre reprend avec la France. Qu'est-ce qui se déroule en ce moment-là? Donc, c'est Napoléon Bonaparte qui a pris le pouvoir. Et Napoléon Bonaparte, quelqu'un de très pragmatique, il se rend compte que sans l'esclavage, Haïti est un peu moins rentable pour la France. Parce que Toussaint Louverture a bien sûr aboli l'esclavage. Il a établi des travaux forcés. Les esclaves, les anciens esclaves des plantations doivent fournir un travail forcé, doivent travailler sur les plantations, mais ça remplace pas l'esclavage, qui malheureusement est la façon la plus lucrative d'exploiter une main-d'œuvre. Parce qu'on les paye pas. On les paye pas, puis on les ouais. fait travailler jusqu'à l'épuisement. Exact. Donc, Napoléon décide qu'il faut restaurer l'esclavage. Donc, en 1802, et oui, ça, c'est une tâche dans l'héritage napoléonien. Tout à fait. Donc, il rétablit l'esclavage. Il envoie 60 000 hommes dirigés par son beau-frère, le général Lefebvre, pour rétablir l'ordre. Toussaint Louverture va être arrêté. Il va être envoyé dans une prison en Normandie où on va le laisser mourir de froid parce que c'est une prison dans le nord de la France, donc il survivra pas. Mais les Haïtiens dirigés par le lieutenant de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, mènent la résistance
Et pour les Français, ça va très mal parce que, évidemment, les Haïtiens ne veulent pas redevenir esclaves, donc ils luttent jusqu'à la mort. Et l'armée française est décimée par les maladies tropicales comme la fièvre jaune. Et donc, c'est assez terrible. Et en 1803, le 18 novembre 1803, Dessalines remporte une victoire contre les troupes françaises. C'est la fameuse bataille de Vertières. Récemment, la ville de Montréal a créé une station de métro qui s'appelle Vertières. Ah ben, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan de la Révolution haïtienne? C'est atroce, c'est terrible. Sur 60 000 Français qui ont été envoyés à Haïti, il y en a 3 000 qui ont survécu. Ouh, un gros massacre. Oui, 37 000 sont morts dans les combats, mais 23 000 de maladies. On estime qu'environ 120 000 Haïtiens ont été tués. C'est un carnage aussi. Non, wow. Oui, l'armée française a vraiment mené une guerre d'extermination. Puis sur 50 000 blancs, il y en a environ 10 000 qui ont été massacrés. D'accord. Donc, et Dessalines prend le pouvoir et il décide de créer un genre de régime autoritaire où les terres sont décernées à ses officiers. C'est une aristocratie terrienne, mais les esclaves s'attendaient à une répartition des terres, mais sont obligés de travailler pour l'aristocratie terrienne. Et donc, d'une certaine façon, Haïti a remplacé une forme d'asservissement par un autre, mais cette fois-ci, c'est une minorité d'Haïtiens qui domine une autre majorité d'Haïtiens. D'accord. Alors, comment est-ce que l'Haïti a-t-elle été reconnue par la France et les autres puissances occidentales? Ça, c'est une histoire malheureusement très intéressante et très mal connue. Okay. Et donc, la France refuse de reconnaître Haïti, donc refuse de commercer avec Haïti. Et Haïti, elle a besoin, est complètement ruinée et dévastée, elle a besoin d'exporter ses ressources, ses produits, mais personne ne veut commercer avec elle parce qu'elle a fait l'impensable. Les esclaves se sont révoltés, ont créé une république. Donc, la France menace d'envahir Haïti à moins qu'il ne rembourse ses dettes, c'est-à-dire les pertes financières que les marchands français ont connues et les pertes des planteurs qui ont perdu leurs esclaves. Et donc, pour pouvoir être reconnu et avoir le droit de commercer avec la France, Haïti va devoir payer une indemnisation de 150 millions de francs or en 5 ans, à partir de 1825. Et cette dette-là, elle est réduite à 90 millions en 1838. La dette, elle est payée en 1883, mais Haïti n'est pas capable de rembourser la dette. Elle doit emprunter à des banques françaises qui fixent des taux d'intérêt exorbitants. Et donc, les intérêts ont été finis d'être payés en 1952. La dette, c'était 40% des revenus d'Haïti par année et 15% des revenus de la France par année. Pour la France, ça a été extrêmement payant. Wow! OK. Donc, ceux qui se demandent pourquoi Haïti a d'énormes difficultés économiques, il y a toutes sortes de raisons, voilà. mais là, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Exactement. Donc, parlons de quel est l'héritage de la Révolution haïtienne, alors. Il y a plusieurs héritages. Premier héritage, l'indépendance d'Haïti, c'est un coup de tonnerre dans le ciel. C'est la première fois que des esclaves se révoltent et réussissent à briser leur chaîne et créer une république, créer un État politique qui est issu de cette révolte-là. Ça va inspirer les révolutions en Amérique latine, dans les Caraïbes, plus tard en Afrique dans les années 1950, 1960. Okay. Les Afro-Américains, quand ils vont réclamer l'égalité civique aux États-Unis, sont inspirés par Toussaint Louverture. D'un autre côté, ça a été d'une certaine façon un échec. Le but, c'était de créer une société juste, une société égalitaire, et le pouvoir s'est ramassé entre les mains d'une élite aristocratique. Dans les années, à la fin du 19e siècle, 1% de la population possédait 50% des terres.
Et finalement, on revient à la question, est-ce que c'est la première décolonisation? Bien, la France, d'une certaine façon, elle a inauguré un nouveau colonialisme, le néocolonialisme, qui est, en fait, au lieu d'occuper un territoire et de le dominer militairement, politiquement, eh bien, on s'assure de maintenir ce territoire-là dans un état de dépendance en menaçant de refuser de commercer avec lui, en faisant des pressions politiques, en intervenant de manière militaire, même dans le pire des cas. Et donc, ce que la France a fait en imposant le paiement de rembourser une grande dette pour Haïti, Haïti s'est retrouvé dans un état de dépendance économique et on disait que dans le fond, Haïti était une province française non officiellement. Et donc, et c'est une pratique que les Américains vont mettre en place dans leurs relations avec les pays d'Amérique latine, les Caraïbes. Plus tard, la décolonisation en Afrique, ça va être les mêmes pratiques. Ouais. Et donc, est-ce que c'est la première décolonisation? Oui, mais c'est aussi la première néocolonisation. C'est ça, c'est un autre pouvoir un peu caché dans leur situation. C'est plus vicieux et c'est même plus efficace, je crois. Wow, d'accord. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Jean-Philippe. Ça fait plaisir. Nous garder bien informés là-dessus, mais bon timing pour en parler aussi. Oui. Puis c'est une façon de se remémorer cette histoire difficile. Et c'est pour ça, je pense, dans la chanson, ça représente aussi une histoire douloureuse, mais en même temps, les Haïtiens ont une croyance très forte que le meilleur reste à venir, l'avenir est porteur d'espoir. Je pense cette chanson-là, qui a été choisie par mon étudiant, Wem Sadrien, eh bien, je crois... Il vient de l'Haïti? Oui, il vient d'Haïti. C'est lui qui me l'a recommandé, puis je pense que ça symbolise vraiment cette foi en l'avenir que les Haïtiens ont à propos de leur pays et cette grande fierté-là d'avoir été, malgré tout ce qu'on a dit, la première décolonisation. On écoute ça, voici la chanson Haïti C sur Envol 91 FM. Merci encore une fois.